Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Pelle Dickinson et je suis chargée de la mission du programme des relations mondiales de l'OCDE. Et il est mon grand plaisir de vous donner la bienvenue à cette dernière séance des journées fiscalité et développement. L'objectif de cette dernière séance est un peu différent du reste des sessions. Nous voulons nous pencher sur les défis pour la fiscalité et le développement dans les années à venir. Et dans un instant, le responsable du cadre inclusif va favoriser un échange entre les intervenants. J'imagine que vous aurez des questions au long de cet échange. Donc, si vous avez des questions à adresser à un intervenant en particulier, veuillez bien nous l'envoyer à travers le chat. Je vais revenir à la fin de la séance pour vous adresser quelques mots de clôture, mais je vais céder la parole à Marlène Neymar de Parker. Bonjour, merci beaucoup Ben et soyez tous et toutes les bienvenus à cette dernière séance. Soyez les bienvenus, et il n'y a pas dans tous les pays de provenance. Il est mon grand plaisir de parler du cadre inclusif et en parlant de ce sujet, il est assez facile de conclure que la fiscalité pour le développement est l'un des volets les plus importants pour la fiscalité des pays. Il est très important de réfléchir sur le futur de la fiscalité dans nos pays. Permettez-moi de vous présenter aux intervenants. Je vous présente tout d'abord Pétane ou Monsieur Chetan Rao, le directeur de la division des recherches fiscales du département de revenus. Il travaille à présent dans la mise en place de la solution reposant sur deux piliers et il participe également dans des groupes de travail sur l'économie digitale et il a participé dans la présidence de l'Inde au G20. Alors, félicitations à l'Inde pour être à la tête de cette organisation. Ensuite, nous avons Madame Alexandra Haas, directrice exécutive d'Oxfam Mexique, et elle a travaillé au long de sa carrière dans la promotion des droits humains dans plusieurs organisations au Mexique, les États-Unis, le Guatemala et l'Argentine. Elle fait partie du comité exécutif de plusieurs organisations. Son dernier poste dans ce domaine était en 2019 et 2020. Nous avons avec nous également Madame l'ambassadrice Amélie de Montchalin. Bonjour, Madame l'ambassadrice. Donc, elle est la représentante permanente de la France auprès de l'OCDE
depuis novembre 2022. Et la région et le gouvernement français en mars 2019 en tant que ministre adjointe et elle est devenue ministre pour la réforme des politiques publiques quelques années après. Elle travaille dans le développement et d'une analyse sur les conséquences du COVID-19 dans la politique publique. En juillet 2022, elle a été dénommée ambassadrice auprès de l'OCDE. Nous avons aussi Monsieur Tru Shelvin, chef d'unité pour le développement économique durable à l'échelle mondiale de l'Agence de coopération de la Suède. Il fait partie de l'agence depuis 2016 et il a travaillé pendant 4 ans dans les ambassades suédoises de Nairobi et Lusaka. Elle est experte dans l'analyse macroéconomique, la protection sociale et d'autres aspects du développement économique. Et finalement, nous avons Samira Khan, qui se trouve à la tête des programmes de développement national de la conférence d'administration fiscale africaine. Samira est chargée de surveiller l'assistance technique demandée par les pays membres de la TAF, que ce soit à échelle de courte durée ou de longue durée, en plusieurs domaines en lien avec la fiscalité et les programmes d'assistance. Dans ce poste, elle a fourni une assistance technique en matière de fiscalité et développement pour plusieurs pays africains. Avant d'être dans ce poste, elle a travaillé dans l'administration fiscale de son pays. L'expertise de tous nos intervenants et hors pair. Donc, je vais parler ou je vais présenter je vais commencer par Razmi. Donc, quelle était votre expérience en tant que président du G20 et quel est votre espoir pour le travail du G20 dans les années à venir? Merci beaucoup, Marlene, et j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tout le monde. Et merci aux autres intervenants. Merci également pour m'avoir invité aux journées fiscalité et développement. Celle-ci, c'est une opportunité de travailler vers le développement du programme de travail de la fiscalité et du développement. La fiscalité est indispensable pour augmenter la recette fiscale dans les pays en développement. Voilà pourquoi il faut soutenir le développement, le renforcement des compétences chez les pays en développement. Afin d'avoir une base fiscale solide, il faut bien comprendre l'impact de la fiscalité et comme la dernière réunion des administrations fiscales à laquelle nous avons participé en avril 2021, nous avons remarqué que la fiscalité est
indispensable pour le développement et nous avons même adopté une résolution à ce sujet. Il est indispensable pour les pays en développement d'entretenir un dialogue, de lancer des programmes d'introduction sur la fiscalité et des programmes de renforcement des capacités. De cette façon, plusieurs pays pourront bénéficier de l'architecture fiscale internationale. Ce sujet est d'autant plus important dans les contextes des enjeux fiscaux et les pays membres du G20 doivent travailler sans relâche dans ce domaine et d'essayer de simplifier les procédures autant que possible. Pendant la réunion du G20 en Indonésie, en 2022, nous avons exploré des possibilités de soutien. Et nous avons développé une feuille de route préliminaire pour améliorer la fiscalité dans les pays en développement. Cette feuille de route est fondée sur des principes de base qui font partie essentielle du travail du G20. Et de cette façon, la feuille permet de saisir la portée des bénéfices, l'importance de la simplification. Ce programme met en avant également les visions de renforcement des capacités pour la mise en place de la solution reposant sur 2 piliers. Et également, elle fait le bilan sur l'impact de la fiscalité dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce que le G20 doit tenir en compte, c'est que tout le monde, c'est comme une grande famille et nous devons travailler ensemble pour la protéger. Nous aimerions que la présidence du G20 puisse favoriser l'inclusion, l'ambition, l'action et la prise de décisions audacieuses dans le contexte de la fiscalité. Nous remercions l'Indonésie pour nous soutenir lors de notre présidence et pour avancer notre programme. La mise en place de la solution reposant sur 2 piliers devra travailler dans le renforcement des capacités chez les administrations fiscales. Il faudra fournir une assistance technique sur mesure et considérant que la date de mise en place de la solution est déjà proche, nous devons travailler dans les compléments de lacunes. Il faut fournir toute l'assistance technique ainsi que les guides pratiques et d'autres formes de soutien aux pays participants de la solution. Il faut également continuer à promouvoir le travail de la plateforme pour la collaboration en matière fiscale ainsi que le travail des inspecteurs et des impôts sans frontières afin d'améliorer les compétences des administrations fiscales, y compris leur expertise dans la mise en place des 2 piliers. Nous avons réussi à réduire l'évasion et ainsi que les transferts opérés à l'étranger
la corruption et ainsi que d'autres formes de délinquance fiscale. Nous avons également mis en exergue les crimes qui peuvent être commis à travers l'utilisation des monnaies numériques. Et nous avons à ces fins échangé des connaissances et des savoirs, ainsi que développé une plateforme dédiée à ces sujets. L'Inde est en train d'organiser une conférence de haut niveau avec le soutien du ministère de la Finance. Et de cette façon, nous aurons davantage d'outils pour lutter contre les blanchiments d'argent ainsi que la corruption. Nous travaillons également dans le renforcement des capacités pour lutter contre la délinquance fiscale et l'évasion en particulier. Notre programme de développement de la politique fiscale pourrait être applicable à d'autres pays et la coopération est dans les cadres du cadre inclusif peut nous aider à garantir l'unité et la consolidation de notre effort. De cette façon, nous pourrons travailler de manière active dans les années à venir. À présent, l'Inde travaille dans la finalisation d'un programme de travail ainsi que la finalisation des outils en renforçant l'importance du G20 et de son travail dans autant de juridictions que possible. Il faut organiser des échanges avec des pays à plus faible capacité afin de soutenir le renforcement des capacités dans la mise en place de la solution reposant sur des piliers, ainsi que pour soutenir la meilleure compréhension du marché et l'adoption élargie de la solution reposant sur des piliers. Nous sommes convaincus que l'adoption de cette mesure est indispensable pour l'avenir. La conférence au niveau du G20 va se pencher sur l'évasion fiscale et les blanchiments d'argent pour trouver des solutions à ces défis mondiaux. Nous espérons qu'il y aura davantage d'échanges et les G20 travaillent et continuera à travailler pour des mécanismes d'échange durable et inclusifs qui puissent être appliqués dans plusieurs organisations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Chetan. J'imagine que vous aurez de questions pour notre séance questions-réponses. Et il a été très intéressant d'avoir un aperçu sur ou avoir l'aperçu de l'Inde sur le renforcement des capacités. Il était très intéressant pour moi de vous entendre parler d'une seule famille et d'un futur en commun. Il était intéressant d'avoir un aperçu sur la posture de l'Inde en tant que président du G20. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Alexandra.
Sandra, au cours des dernières années, l'accent a été mis en grande partie sur l'impôt sur le revenu des sociétés et de façon plus générale sur le montant de recettes perçues. Mais devons-nous examiner plus largement les autres impôts et la répartition des impôts? Qu'en pensez-vous sur ça? Merci beaucoup, Marlène, pour cette question et pour animer ce panel et pour nous avoir invités à Oxfam à faire partie de cet événement. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Laissez-moi commencer en disant que les questions que nous nous posons doivent être visibles dans le contexte de multicrises que nous expérimentons. Dans les dernières 25 années, la pauvreté et la richesse ont augmenté simultanément. Pour ceux qui analysent ces tendances, on peut se centrer surtout sur l'imposition et voyons qui profite de ces multiples crises. Et donc, quand nous posons cette question, nous voyons que le 1% des riches, donc 2 tiers de la richesse mondiale, a été créé depuis 2020. Donc, un dédoublement d'argent que la population. Nous voyons aussi une accélération pendant la dernière décennie de cette tendance. L'1% des plus riches restent avec leur richesse et les fortunes des millionnaires ont augmenté de 1,7 milliard par jour et un billionnaire gagne 1,7 million de dollars par chaque dollar qui revient aux 90% du reste. Au Mexique, on voit cette augmentation de 23% depuis la pandémie. La richesse du Mexique créée entre 1980 et 2021 est arrivée à 20% des plus riches et que 40 centimes ont été payés aux plus pauvres. Cependant, les contribuables avec un revenu annuel de 500 millions de pesos contribuent avec 0,003% des revenus fiscaux au Mexique. Ils payent un taux d'imposition beaucoup plus faible que celui qu'ils devraient payer. Donc, nous payons, mais les super riches ne payent pas. Et ceci vient par une cause historique, car pendant les dernières années, les riches se sont multipliés. Donc, pourquoi est-ce que nous avons cette concentration de richesses? Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que les super richesses ne sont pas imposées ou sont peu imposées. 4 centimes par dollar est concentré. Et depuis la dernière crise économique et cette concentration de richesse, le prélèvement des impôts n'a pas augmenté depuis. Le revenu fiscal des entreprises est le même, même si pour les foyers, ça a augmenté de 15% comparable au PIB. Les profits capitaux sont imposés à 18% et la marginalisation se voit surtout quand les travaux sont imposés. Nous voyons donc un préjudice dans le système fiscal pour imposer la consommation au lieu du capital. Donc, pourquoi est-ce que les riches ont ce revenu? Nous voyons que la moitié des riches n'ont pas une imposition fiscale. Ils peuvent passer jusqu'à 3 trilliards de dollars, qui est plus élevé que le PIB africain. Ceci va avoir des répercussions dans les économies et la concentration des richesses à un niveau inacceptable. Nous ne devons pas nous cacher derrière l'abus des contribuables ou bien des initiatives fiscales. Nous pouvons changer ce système fiscal, mais ça doit changer en entier. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on améliore nos fiscalisations? Dans les prochaines années, si les riches payent les impôts, on pouvait avoir presque 2 milliards de dollars. Et avec cet argent, nous pouvons réduire la pauvreté. Nous pourrons aussi réduire le plan à 10 ans de faim. Nous pouvons fournir
la protection universelle et la sécurité sociale pour tout le monde. Un impôt semblable à celui-ci en Amérique latine peut augmenter à 36% et ceci peut aider le gouvernement à recueillir presque 200 milliards de pesos, c'est-à-dire plus d'argent qui peut être alloué dans les dépenses fédérales et de santé. Il y a quelques pays qui sont en train de prendre une voie différente, tels que la Colombie, le Chili et le Brésil, qui sont en discussion de réforme fiscale et sont très actives sur les règles de prévention. En Colombie, la Colombie va organiser le premier sommet sur l'imposition et la réforme de ces systèmes, ce qui est très important. Du côté d'Oxfam et de la société civile, nous soutenons ce processus qui aide à donner une voix aux experts, à l'académie et à la population pour modeler le système fiscal de la région. Voilà un modèle que nous croyons qui peut être suivi par d'autres. Le Mexique fait aussi partie de cette conversation et nous voulons partager cette discussion et ce débat avec la société civile pour avoir des propositions de politique plus concrètes. Un dernier mot sur l'imposition. L'OCDE se centre sur la collaboration internationale de l'imposition grâce à la solution reposant sur les deux piliers. Malheureusement, toutes les bonnes idées que nous avions ont été prises par les secteurs privés où les monopoles sont plus communs. Et on voit jusqu'à 1,7 million de travailleurs travaillent dans des pays où l'inflation est exorbitante, ceci grâce à l'enregistrement des bénéfices. En 2022, nous voyons qu'il y a 36 millions de dollars créés par les profits et 87% ont atteint. Nous sommes contents que les agences onusiennes soutiennent ce programme, mais il faut aussi tenir compte de la pandémie et la création de 40 nouveaux pharma millionnaires. Nous voyons aussi que dans l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, l'inflation est très élevée. Nous devons reconsidérer la conception de l'administration fiscale en prenant compte des entreprises multinationales qui peuvent changer l'économie. Donc, nous devons reconnaître le comportement de ces entreprises et nous devons reformer l'imposition dans tous les secteurs. Nous ne pouvons pas continuer à perdre du temps chaque fois qu'il y a une crise et à chaque fois qu'il y a le mercantilisme. Des impôts plus élevés dans le niveau de revenus, augmenter l'imposition dans les gains capitaux et revenus et des impôts inhérents. Nous devons aussi penser à comment imposer les profits en excès. Nous devons travailler avec les institutions globales et les gouvernements sur ça en reconnaissant que nous devons redéfinir ceci et entendre la société civile quant à la voix de la population. Donc, c'est un choix. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette réponse très intéressante. Les commentaires sur la préoccupation de l'inégalité et comment faire en sorte d'avoir un système fiscal dans les pays où nous avons la majorité de la richesse qui s'accumule avec 1% et 90% qui doit payer des impôts
sur d'autres aspects. Donc ici, nous parlons aussi du développement dans cette discussion et aussi du fait que les plus riches ne payent pas d'impôts et donc nous ne pouvons pas imposer. Ceci cause faim, des conséquences négatives dans la santé et surtout la pauvreté. Donc, est-ce que ça soutient la durabilité? Vous avez mentionné aussi quelques solutions pour cela. Et après votre présentation, je crois que on peut dire que les impôts et les riches, comme on le connaît, est un système qui ne marche plus. Donc voilà, nous devons rapidement changer ce système. Et je suis sûre qu'on recevra des commentaires et des questions pour ça. Quant à votre commentaire, je passe à l'ambassadrice Monchalin. Et la question pour vous est, la fiscalité fait partie du paysage plus large du financement du développement, où les défis déjà importants en matière de financement de la dette et de la lutte contre le changement climatique se multiplient. Alors que la France prévoit un sommet sur le financement du développement cette année, quel rôle voyez-vous pour la fiscalité dans le financement du développement, en particulier par rapport à la crise climatique? Bon après-midi tout le monde. Je vais passer au français car je sais qu'il y a l'interprétation. Je parle anglais, mais on va promouvoir le bilinguisme et donc aussi parler la deuxième langue officielle de l'OCDE qui est le français. Donc oui, je vais passer au français.
capacité que les États ont à collecter l'impôt, notamment des grandes entreprises qui opèrent sur leur territoire, et en particulier dans le domaine des énergies et des mines. Donc pour nous, la France, ça a conduit à ce que sur ce sujet de la fiscalité et du développement, nous ayons deux grands objectifs. Un, des politiques fiscales efficaces, équitables et qui soient économiquement attractives dans les pays du Sud, adaptées à leur économie et à leurs défis. Et deux, la modernisation des administrations fiscales. Et c'est un gros travail que beaucoup d'entre vous conduisent. Bon, donc, si je vais dans cette direction, je vais essayer d'être synthétique, mais quand même concrète. D'abord, quels sont les impôts que les pays en développement peuvent lever? Et bien sûr, je veux bien dire ici que ça ne nous dédouane pas, nous, pays du Nord, comme on dit, de continuer à augmenter notre dette publique au développement, de continuer à trouver des financements publics, privés, d'atteindre les 100 milliards pour le climat. Donc, ce n'est pas du tout pour dire qu'on doit faire moins. Mais on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à mobiliser les ressources domestiques. Depuis des années, beaucoup de réformes fiscales dans les pays en développement ont été marquées par les impôts indirects, notamment la TVA, parce que ce sont des recettes qui sont finalement assez faciles à élargir. Ça couvre tous les biens du secteur formel et ça ne dénature pas les processus de production. Donc ça a été vraiment, je crois, un grand processus qu'il nous faut poursuivre. Deuxième élément important, c'est s'insérer dans le commerce mondial. Beaucoup de pays ont choisi de baisser les droits de douane, mais en fait, c'est assez rentable, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la hausse des flux, in fine, conduit à des recettes fiscales plus importantes. Et donc, en baissant les taux, on est plus intégré dans le commerce mondial et on accroît ses recettes. Maintenant, on peut donc définir la politique fiscale. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est comment on a des moyens de recouvrement. Parce que si on a des belles lois fiscales qui ne sont pas appliquées, ça ne sert pas à grand-chose. Nous avons un très fort soutien de tout ce qui est fait pour développer les administrations fiscales locales. Sur le plan bilatéral, la France a engagé 30 millions d'euros pour financer 12 projets nationaux et régionaux d'appui à la fois à la définition des politiques fiscales et au recouvrement. Et puis, nous partageons évidemment un entier soutien au plan multilatéral à deux grandes initiatives de l'OCDE que vous connaissez tous ici. D'une part, l'Académie francophone pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale qui a été lancée en 2021 à l'occasion du sommet sur le financement des économies africaines. C'est vraiment de la formation pour les fonctionnaires de l'administration des pays francophones, notamment africaines, sur la lutte contre la délinquance fiscale, contre le blanchiment d'argent et contre la corruption. Nous soutenons financièrement, techniquement ce programme. Il y a déjà eu des journées de formation, il y a eu une centaine de candidats issus de 16 pays différents. Et cette académie, elle va s'installer physiquement à Dakar, au sein des locaux du campus franco-sénégalais en 2023. Deuxième programme que nous soutenons très activement, c'est le programme des inspecteurs des impôts sans frontières, qui est cette initiative OCDE PNUD, pour qu'il y ait des experts fiscaux auprès de leurs homologues dans les pays en développement qui développent cette compétence. Les chiffres sont très parlants, c'est des milliards d'euros chaque année qui sont ainsi collectés. Et un certain nombre de pays, je pense notamment au Cameroun, la Centrafrique, le Congo, Madagascar, Mali, Sénégal, Tchad ou Togo ont participé. Dernier point en conclusion, quels sont maintenant les enjeux devant nous? Effectivement, l'OCDE a mis en place quand même cette solution à deux piliers pour, au fond, résoudre les grands défis des multinationales et de la numérisation. Je tiens ici à dire vraiment très fortement, ce n'est pas un accord des pays du Nord pour le Nord, c'est un accord mondial, inclusif. Le pilier 1, que nous sommes en train de finaliser, c'est vraiment un repartage des fruits de l'imposition des pays du Nord vers les pays du Sud sur la base de l'activité réelle des entreprises, notamment du numérique. On estime aujourd'hui que c'est plus de 20 milliards de dollars d'impôts qui vont être ainsi redistribués dans des marchés et des pays qui jusque-là voient les grandes entreprises agir mais ne voient pas les impôts. Le travail n'est pas fini parce que ce qu'on voit au-delà de cette approche donc de deux piliers, c'est qu'on a un immense travail à faire sur la lutte contre les flux illégaux et contre l'économie illégale. Le centre de développement, enfin le centre d'aide au développement, donc le CAD à l'OCDE, vient de montrer qu'en Afrique subsaharienne, quand un baril de pétrole est vendu 100 $ dans le monde, seulement 22 $, donc seulement 22% des revenus du pétrole extrait arrivent in fine dans les caisses du trésor public local. Alors évidemment, je ne dis pas que les 78% sont illégitimes.
il y a la rémunération des investisseurs, il y a le réinvestissement, mais il y a énormément, on le voit, de corruption, de trafic. Et donc, on voit bien que l'enjeu fiscal est très transverse. C'est un enjeu considérable parce que si on arrive à lever de manière pertinente l'impôt dans les pays en développement, évidemment, c'est ce que je disais en introduction et je le redis, c'est un surplus de financement qui va être in fine supérieur à la totalité de l'aide publique au développement. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu de souveraineté. On ne peut pas concevoir un développement qui soit uniquement financé de l'extérieur. C'est une vision qui ne respecte pas pleinement la démocratie, les choix nationaux, la souveraineté. Et donc, nous voulons aider à la formalisation de l'économie informelle, limiter évidemment l'évasion fiscale vers les paradis fiscaux. Et là, l'accord de l'OCDE à 2 piliers, notamment pilier 2, est décisif. Percevoir mieux les impôts, notamment les impôts directs, mais sur les revenus non salariés. On pense que les recettes qui peuvent être perçues en incluant l'économie informelle peut générer 50 à 100 milliards de dollars dans le monde par an. Donc, vous voyez, c'est la moitié de l'aide publique au développement qu'on peut aller chercher. Et donc, on voit que percevoir mieux les impôts, eh bien, ça permet aussi de soutenir la croissance parce que c'est autant d'investissements publics, de développement, de transition climatique qui pourront être générés. Donc, cet enjeu de la mobilisation des ressources domestiques, il est pour nous primordial. Donc, évidemment, dans le sommet, quand c'est le président de la République, on va parler multilatéral de développement, on va parler des enjeux de dette, on va parler évidemment de tout ce qu'on peut faire pour que les flux privés mondiaux aillent davantage dans les pays en développement. Mais je pense qu'il n'est pas sain d'imaginer un développement qui ne soit financé que de l'extérieur. Et donc, voilà les priorités que nous poursuivons. And I hope it was clear for everybody. And thank you, Marlène, for your... J'espère que j'étais claire et merci Marlène pour cette question. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Alors, la qualité, l'efficacité et la modernisation de la politique fiscale serait indispensable pour le développement des politiques ultérieures. Vous avez mentionné certains pays. Vous avez mentionné la solution reposant sur des piliers, ainsi que la lutte contre la corruption et la délinquance fiscale et les blanchiments d'argent. Alors, voilà les priorités que vous avez pour le développement des politiques fiscales et le développement. Je vais céder la parole à Trush Edwin. Il est indispensable d'avoir le soutien des pays comme le vôtre pour le développement d'autres pays. Donc, comment est-ce que nous pouvons augmenter la protection sociale à partir de la fiscalité? Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez? Merci. Merci pour nous donner l'opportunité de participer à ce débat si important à côté des intervenants et aussi remarquables. Félicitations aux organisateurs pour organiser cette conversation. Et je commence à trouver des points en commun avec les autres intervenants. Alors, la fiscalité et l'investissement public sera toujours indispensable pour le développement économique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs crises. Nous avons une marge de manœuvre de plus en plus réduite en matière de politique fiscale, ce qui a un impact sur la protection sociale, l'éducation, la santé et ainsi de suite. Dans ce contexte, l'investissement public est de plus en plus important. La couverture sociale ainsi que le financement des programmes sociaux ont été fortement impactés par la pandémie. Pour un pays
à faible revenu, il serait nécessaire d'investir 16% du PIB dans la protection sociale. Alors, quel est notre rôle et son évolution pour les années à venir? Je pense que tout d'abord, il faut renforcer notre engagement envers le développement et la consolidation de la fiscalité. De cette façon, nous contribuerons aux objectifs du programme 2030 et je me réjouis d'avoir entendu parler Madame l'ambassadrice Mouchalan dans la même ligne. Il faut prendre des mesures sur les courts termes en raison des situations critiques auxquelles nous sommes confrontés. Parce que à présent, il y a des structures et des mesures qui ne sont plus durables. La deuxième mesure à prendre, qui est largement plus compliquée, c'est l'évaluation sur la complexité croissante de la collecte des impôts. Nous avons des structures de plus en plus complexes. Nous devons examiner la capacité des administrations fiscales ainsi que les changements dans les volumes de l'économie formelle et informelle. Et parfois, il y a des pays où l'économie informelle représente jusqu'à 90% de l'ensemble de l'activité économique. La transparence gouvernementale représente encore une complexité et qui peut avoir un impact dans l'engagement des contribuables. Et pourtant, il faut également mentionner les opportunités. Malgré les enjeux, nous avons l'opportunité de mettre en place des politiques qui réduisent les tensions entre les parties prenantes concernées. Et il nous offre la possibilité de mettre en place des mesures favorisant un changement. Nous savons que les évolutions les plus récentes, surtout à partir de la pandémie, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté ou en conditions de vulnérabilité sont devenues largement plus visibles. Nous sommes conscients que les revenus procédant de la recette fiscale ne suffisent pas ou pour mettre en place des systèmes de protection sociale robustes. Nous savons également que la concentration de la richesse chez les sociétés a vu une hausse assez marquée depuis 10 ans. Mais nous devons prendre toute cette situation en compte et développer un plan de travail sur les moyens termes. Il faut également renforcer les capacités pour adresser et travailler ou au sein d'un système comme le nôtre. Il y a des bons exemples, par exemple celui de l'Ouganda et du Kenya. J'ai personnellement travaillé en Tanzanie où un système de protection sociale formidable a été mis en place avec des ressources limitées. Donc, dans ce sens, nous devons maintenir des expectatives réalistes sur la capacité de la fiscalité.
Les autres intervenantes ont déjà souligné l'importance du renforcement des capacités. Et ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'il faut avoir une perspective intégrale sur les capacités, ce qui veut dire le renforcement des capacités. Ceci est particulièrement important pour les pays à faible revenu et d'autres pays à revenus intermédiaires. Par exemple, nous savons les cas de l'administration fiscale du Kenya qui a développé ou renforcé ses capacités pour simplifier sa fiscalité. Et de cette façon, il est tellement facile de payer et de prélever des impôts et que personne ne peut s'y échapper. Et je trouve ce écart assez intéressant. En ce qui concerne le revenu fiscal, je voudrais dire qu'il est important de développer nos interventions directes, mais aussi les interventions indirectes. Et je voudrais mentionner deux exemples. Tout d'abord, le programme de protection sociale qui cherche à travailler pour le développement ou pour la création des dizaines d'emplois. Nous avons également le soutien de l'administration fiscale couplé avec le soutien du ministère et de la protection sociale. Et de cette façon, nous avons pu favoriser une vraie transformation. Finalement, en matière de transparence mondiale, il est indispensable de développer des mécanismes d'échange d'informations. Ceci nous permettra d'avoir une transparence élargie à l'échelle internationale et SIDA est à présent assez engagé dans ce sujet. En ce qui concerne les troisième points, bien sûr, les opportunités, je voulais mentionner deux sujets en particulier et je me réjouis d'avoir entendu d'autres intervenants me parler sur ces points. Donc, la première opportunité, c'est la solution reposant sur des piliers qui nous aidera à lutter contre la délinquance fiscale, y compris l'évasion. Il est assez frustrant d'assister à une telle portée de l'évasion fiscale et nous devons travailler pour une politique qui favorise un vrai changement, même si ces politiques doivent être développées à l'échelle nationale. La deuxième opportunité, c'est celle de la numérisation. De cette façon, nous pourrons améliorer l'efficacité et l'effectivité dans la lutte contre la délinquance fiscale, ainsi que de mieux saisir les opportunités pour la gestion des risques. Donc, pour résumer, je pense que, en premier lieu, nous devons travailler pour répondre aux besoins dans les court terme et développer ainsi une stratégie de travail à moyen et long terme. Et de cette façon, nous pouvons identifier davantage d'opportunités. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Tru. Vous avez proposé des idées assez innovantes, vous avez travaillé et vous avez lancé
la possibilité d'un programme à court, moyen et long terme. Vous avez renforcé l'importance du renforcement des capacités. Vous avez également mentionné le rôle des donateurs dans le renforcement des capacités à l'échelle nationale afin que les ressources du pays puissent être développées dans son propre profit. J'ai beaucoup apprécié votre proposition de travail qui comprend plusieurs pas consécutifs. Et finalement, je vais céder la parole à Samira Khan. La TAF est un acteur consolidé en matière fiscale en Afrique. Alors, quelles sont les implications de ce sujet pour l'Afrique et la TAF? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement et à cette conversation aussi remarquable. Et je vais mentionner quelques mots sur l'impact pour l'Afrique de ce travail. Nous devons tout d'abord, évaluer les meilleurs moyens d'investir les ressources qui ont été collectées dans la dernière décennie, ainsi que de penser sur les enjeux à venir. La croissance ou l'augmentation des revenus et de la recette fiscale en Afrique est due largement au travail coordonné des 42 pays et le développement de 3 capacités. Celui de la politique fiscale, les droits de douane, ainsi que la régionalisation. Nous avons soutenu le développement de ces capacités à partir de la numérisation et du développement des capacités numériques. Nous travaillons à travers une coopération entre les membres de l'Union africaine, où à peu près 60% de nos membres participent aux activités de la TAF. Nous travaillons également pour l'établissement d'une zone de libre-échange et pour des accords bilatéraux. Nous travaillons pour le développement des synergies au niveau du bloc régional. Et de cette façon, nous cherchons à avoir un impact plus profond sur le terrain. Dans un autre côté, nous travaillons dans la numérisation. Et dans ces domaines, nous voulons renforcer les capacités dans l'utilisation des technologies de l'information. De cette façon, nous pourrons augmenter l'efficacité dans le travail de fiscalité et nous pourrons offrir une perspective unifiée africaine sur la politique et l'administration fiscale. Nos sujets prioritaires sont l'établissement des règles pour le prélèvement d'impôts. Et à ce sujet, il faut souligner la distribution du montant A et du pilier 1. Et pour le montant B, la TAF a établi un programme assez vaste ainsi que mise en place des accords et mobiliser des ressources humaines. Nous travaillons également pour le développement des impôts supplémentaires.
Nous sommes en train de développer des guides pratiques, des boîtes à outils et d'autres ressources pour favoriser l'apprentissage. Ces boîtes à outils ont offert des solutions à des transactions complexes à l'échelle africaine. Nous avons développé ces ressources en travaillant main dans la main avec les administrations africaines. Le nombre de sociétés payant leur impôt sur le revenu a monté de 7% à 21%. En 2020, nous avons vu une hausse d'à peu près 550% dans les impôts prélevés et qui est à peu près de 4,6 milliards de dollars. À présent, nous travaillons dans l'échange d'une boîte à outils numérique qui sera discutée lors de réunions de la TAF parce que nous devons toujours travailler dans la mise en place la plus appropriée de ces boîtes à outils. Nous avons également un travail à faire en matière de l'impôt complémentaire minimum qualifié. Pour promouvoir l'adoption de l'impôt complémentaire, nous avons organisé des ateliers de travail, des sessions de sensibilisation, ainsi que publié plusieurs guides. Ceci pourrait nous permettre d'atteindre les plafonds espérés et de cette façon, nous arriverons à effectivement prélever les impôts directement des sociétés mères travaillant en Afrique. D'autres sujets à traiter prévoient de l'assistance technique et des guides pratiques. De cette façon, nous pourrons nous focaliser sur des thématiques spécifiques. La TAF travaille dans l'élargissement de sa collaboration pour travailler avec la Banque de développement pour l'Afrique et de cette façon saisir les bénéfices et des flux d'argent que nous trouvons dans notre continent. Nous travaillons dans plusieurs groupes tels que WATAF et CETAF qui nous aideront à soutenir les administrations locales. La TAF travaille également à la Commission de l'Union africaine pour offrir une assistance technique. Et en fait, on fait partie de la commission des affaires techniques. Nos objectifs sont la mise en place efficace de la politique fiscale ainsi que l'adoption et la diffusion de notre travail en bénéfice de l'Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Samira, pour cette présentation et la portée de ATAF quant à ce sujet. Notre attention est d'ajouter de la valeur et donc nous voyons la valeur ajoutée dans nos membres quant aux synergies, collaborations en travaillant avec d'autres entreprises multilatérales et bien sûr, merci à ATAF pour travailler sur la solution reposant sur les deux piliers qui sont très importantes pour les standards du modèle du montant A et B. Et félicitations aussi à la Zambie
à travers DATAF, car ils ont augmenté leur prélèvement d'impôts. Donc, c'est une histoire d'inspiration, car avec la capacité correcte et renforcée et la technologie correcte, on peut aussi avoir une croissance des recettes grâce à ces initiatives. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Je crois que nous sommes un peu en retard, donc je vais demander au public s'il y a des questions pour les panélistes. Marlene, on a recueilli des questions sur la boîte de discussion. Et il y a une question pour Chetan sur les 2 piliers. D'accord, une seconde, laissez-moi trouver les questions. Voilà. Oui, donc je vois les questions sur la boîte de discussion. Il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions, mais ça me fait plaisir de voir toutes vos questions, car ça veut dire que l'audience écoutait attentivement cette session et qui sont intéressés. Un moment, car je vois un message en espagnol. Juste un petit moment. Très bien, donc Chetan. Marlene, j'ai vu la question pour moi. Donc, j'ai répondu sur la boîte de discussion, car je sais que nous avons des contraintes de temps. Donc, j'ai répondu à la question sur la boîte de discussion. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser d'autres questions. Très bien, merci beaucoup. Donc, Chetan a répondu sur l'expérience de l'Inde en du pilier 1 et 2. Donc, vous pouvez lire sa réponse sur la boîte de discussion. Donc, une autre question de Stéphanie Sang. Ah, c'est Stéphanie qui a posé la question à Chetan et Chetan a répondu. D'accord, ça c'est fait. Excusez-moi. Voilà une autre question. Est-ce que nous avons des informations sur les dates du sommet? Et donc, est-ce que nous avons les dates formelles du sommet? Oui, donc le sommet, comme on l'a annoncé dans la réunion, le COP 27 à Sharm el-Sheikh, ce sommet se centre sur le financement pour l'atténuation. Ça a été confirmé par le G20 au Bali et nous avons 4 objectifs pour le sommet. Donc, j'ai demandé que le début. L'ODA dans le monde à un niveau très élevé, mais nous avons une brèche entre le développement et le changement climatique est très grande. Donc, nous devons travailler avec des institutions qui puissent collaborer avec nous pour travailler sur ces 2 crises sans les séparer et sans avoir une opposition entre les pays du Sud et du Nord, car rien ne se passe quand nous ne travaillons pas ensemble. L'objectif principal de ce sommet, où les chefs d'État s'y rendront, donc ce sont des parties prenantes liées à la COP 27 et au G20 pour parler sur l'objectif
mondial du système Bretton Woods, donc avec toutes les organisations internationales pour qu'elles puissent s'adapter à la crise climatique et au problème de l'endettement, car nous savons que de 60 à 70 pays dans le monde sont en dette. L'objectif numéro 2 est reconnaître qu'il n'y a pas une solution de financement sans le capital privé. Donc, comment faire que ces projets soient efficaces et financement. Donc, avec le travail public, plus un financement privé pour financer l'infrastructure énergétique, hydraulique, de santé, d'éducation, d'une façon où le capital privé puisse s'y rendre là où il n'y va pas maintenant. Et le troisième objectif se centre sur l'infrastructure. Comment concevoir plus de projets et financer des projets plus petits. Et le quatrième objectif qui est lié à la conférence d'aujourd'hui est quelles sont les nouvelles sources de financement. Ces nouvelles sources ne doivent pas être externes. C'est pour cela que la mobilisation nationale est très importante. Pour la Nigérie, 5% du PIB des recours imposés sont atteints. Pour Amérique latine, c'est 22% et pour les pays membres de l'OCDE, c'est 34%. Donc, nous ne pouvons pas continuer avec un système où les pays étrangers financent le développement des autres pays. Oui, nous devons continuer avec l'ODA et avec le financement climatique et surtout avec l'engagement qui se sont faits pendant la COP 15. Il n'y a pas il n'y a pas de discussion sur ça, mais on ne pourra jamais atteindre nos objectifs durables et climatiques si nous ne mobilisons pas les ressources nationales. C'est pour cela que le travail de l'OCDE et toutes les institutions ici présentes font un travail essentiel, car si nous voulons reformer le Bretton Woods, qui est notre idée de faire, nous devons reformer donc le financement de développement. Très bien, merci. Nous avons une autre question de Nicolas. À quel point est-ce que nous pouvons augmenter les impôts? Est-ce que nous avons aussi des discussions sur les niveaux optimaux sans subir une lassitude fiscale et une baisse morale? Donc, dans quelle mesure pouvons-nous augmenter les impôts et disposons-nous des mesures de niveaux optimaux sans subir une lassitude fiscale et une baisse de morale? Très bien, c'est une excellente question, une question assez délicate. Je ne suis pas sûre, peut-être que les autres panélistes savent s'il y a des études qui se centrent sur les niveaux optimaux, mais c'est vrai que nous devons trouver un équilibre grâce à un contrat social de ces niveaux optimaux. Donc, où est la confiance et où est l'expectative et les attentes pour prélever les revenus fiscaux. Donc, c'est important pour être durable. Et pour avoir la durabilité, nous devons avoir un niveau de transparence et de redevabilité mis en place. Mais ceci pose une question très intéressante dans les pays qui ont un secteur informel très grand et comment faire pour ne pas créer des conséquences négatives pour la population vulnérable qui travaille dans le secteur informel et comment le transformer vers un système plus formel. Mais surtout, il faut centrer la transparence et la responsabilité ou redevabilité des pays. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière pétition pour nos panélistes qui est de faire des commentaires de conclusion en 30 secondes. Donc, nous avons d'autres questions en fait. Donc, une question pour Grace. José vous demande
sur la mise en œuvre du pilier 2. Est-ce que c'est la fin des incitations fiscales? Merci Marlene pour cette question et José pour cette question. Je vais répondre rapidement car je ne veux pas prendre le temps des autres panélistes. Et j'ai aussi un commentaire sur la question d'avant sur le niveau d'impôt. Il y a des études sur ça, mais la réponse est non. Il n'y a pas un niveau optimal car ça dépend des contextes spécifiques de chaque pays. Nous savons que pour les pays du Nord, les pays nordiques ont un taux d'imposition très élevé, mais aussi un taux de morale très élevé. Donc, ça dépend cas par cas le pays. Nous devons aussi nous demander sur l'économie des pays. Mais ce que nous savons est que les pays doivent générer au moins 15% du PIB pour fournir les services de base à leur citoyenneté. Donc, voilà une référence. Alors, quel type d'impôt? La combinaison d'impôts va dépendre des contextes particuliers de chaque pays. Et maintenant, pour répondre à la question de José, je dirais non, ce n'est pas la fin des incitations fiscales. Cependant, il y a des limites comme résultat du pilier 2 concernant cette incitation fiscale. Dans le rapport, nous avons un chapitre sur ce que veut dire le pilier numéro 2 pour les incitations fiscales. Le point clé est que les pays puissent avoir une substance quand ils organisent des activités dans leur pays. Donc, on a ça dans le pilier numéro 2, mais je crois quand même que tous les pays doivent analyser les incitations fiscales qu'elles ont pour qu'elles puissent s'aligner au pilier 2. Nous croyons aussi que le pilier numéro 2 fournit une très bonne opportunité pour les pays en développement, mais pas seulement qu'à ce pays, pour analyser et annuler quelques impôts. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des pays en développement une pression du secteur de business pour cet impôt quant à l'investissement? Donc non, ce n'est pas la fin des incitations fiscales, mais nous essayons d'avoir une alignation avec eux. Merci beaucoup, Grace. Donc maintenant, oui, je vais demander à nos panélistes de donner des commentaires de clôture en 1 minute, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez parler justement de la lassitude fiscale et la baisse de morale, qui est un sujet très important. Et aussi, si vous le voulez, vous pouvez parler de comment engager la citoyenneté à ce sujet. Donc, ce sont 2 sujets très importants que nous devons considérer aussi. Donc, 1 minute, commençons avec Chetan. Merci Marlene, c'est une question très importante. Donc, un aspect très important de la politique fiscale est la force morale. Donc, dans mon pays, l'Inde, la conformité est le point le plus important et nous devons nous centrer sur ça. Je crois aussi que nous devons travailler avec les initiatives de l'administration fiscale pour augmenter la force morale, cette morale fiscale. Donc, nous avons besoin des incitations et augmenter la morale fiscale. Et pour conclure, pour répondre à votre question sur le G20, dans les prochains mois, tout ce qui a été discuté va être rediscuté dans les prochaines réunions qui vont être organisées sous le cadre du G20. Et donc, nous devons prendre note du
de tout le travail qui se fait pour que l'architecture de développement mondial puisse être durable, inclusive et qui puisse offrir des opportunités aux pays en développement pour qu'ils puissent partager leurs besoins. Merci beaucoup. Merci, Chetan, pour ces commentaires. Alexandra, allez-y. Merci beaucoup. J'aimerais juste souligner qu'il est très important de voir l'imposition comme différemment des gouvernements, de la polarisation et de l'instabilité politique. Cependant, nous devons comprendre que l'imposition est une façon de faire un système plus juste et ceci aura un impact plus positif sur la façon dans laquelle les personnes voient la démocratie et comment la démocratie peut fournir une meilleure opportunité de vie pour tous. Donc, l'imposition ne doit pas doit faire partie de cette conversation avec la citoyenneté, la société civile et la morale fiscale va en sortir de ces idées, surtout de l'idée qu'une imposition progressive est juste et c'est dont nous avons besoin pour améliorer les vies des personnes. Merci beaucoup, ambassadrice Monchalant. Vos commentaires. Donc, mon commentaire, nous avons besoin de plus d'engagement des pays pour continuer cet engagement mondial et financer les biens mondiaux et un engagement local de la part des pays émergents et pays en voie de développement qui sont en train de se développer, mais c'est important qu'ils puissent extraire la valeur des biens qui produisent leur propre pays. Encore une fois, de $100 d'essence, les pays africains ne gardent que 22% dans leurs ressources nationales fiscales. Donc, les impôts peuvent nous aider à prévenir donc la déprivation. Donc, nous devons imposer la source là où on produit et on extrait les ressources. Et donc, c'est important qu'on puisse le réinvestir dans le pays pour l'atténuation climatique. Donc, je vous encourage à lire le rapport de l'OCDE le rapport d'étape pour l'Afrique et aussi le chapitre sur les activités économiques illégales, car il touche des actions collectives qui peuvent être très positives pour notre travail. Donc, voilà mon commentaire et merci pour m'avoir invité à ce panel. Merci, ambassadrice. Nous passons à True. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'entendre l'engagement du G20 et du sommet qui va être organisé par la France en été. Pour finir cette discussion, nous parlons de la morale fiscale et c'est très important de comprendre ce système complexe. Si nous voulons augmenter le revenu fiscal, nous devons penser à toutes les parties prenantes et à tous les sujets tels que la transparence, la responsabilité, les contrats sociaux, la morale fiscale, les gouvernements et une transition économique. Donc, quelle croissance soutenons-nous et comment passons-nous d'une économie informelle à une économie plus formelle? Donc voilà, l'engagement sur ce domaine est très important. Ça serait tout de ma part. Merci. Merci beaucoup. Et Samira? Donc, quand nous voyons à l'augmentation des impôts, nous devons considérer que ça n'affecte pas les plus pauvres, donc avoir cette perspective. Et quant à la morale fiscale, pour l'expérience de l'Afrique en général, nous voyons que cette morale peut augmenter que jusqu'à les contribuables puissent voir les retombées de ce qu'ils payent.
augmenter une morale fiscale va aider l'Afrique à lutter contre les flux illégaux et d'autres enjeux et aussi pour utiliser les outils de développement des membres de l'OCDE. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samira. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir modéré ce panel, de vous entendre et entendre vos présentations et vos idées. Et j'aimerais aussi remercier le public, les participants qui sont toujours à nous. Et nous voyons des commentaires des participants dans la boîte de discussion qui sont très intéressantes et nous venons de partager des ressources dans la boîte de discussion sur les rapports et d'autres publications. Sans plus, je donne la parole à Grace pour nous parler de ces 2 journées de la fiscalité et développement de l'OCDE. Merci beaucoup à tout le monde pour se joindre à nous lors de ces journées fiscalité et développement. Il est très important pour nous de vous communiquer notre travail afin de maintenir votre soutien dans le futur. J'espère que vous pourrez profiter de tout ce que nous faisons. Je sais qu'il était impossible pour vous de vous joindre à toutes les séances. Certainement, c'était impossible pour moi. Mais donc, si vous avez bien aimé cet événement, veuillez bien partager les sites web pour qu'ils puissent bénéficier des discussions des 2 derniers jours. Je voudrais mettre en exergue l'importance des outils que nous avons mentionnés. Alors, je vous invite à mobiliser ces outils. Par exemple, hier, nous avons lancé la boîte à outils pour la fiscalité du TVA en Afrique. Et cet outil est très important pour mettre des règles en place et assurer la fiscalité et les paiements d'impôts de l'e-commerce dans vos pays parce qu'en fait, l'e-commerce est en essor. Nous faisons énormément de travail en bénéfice des pays en développement. Il est également formidable de voir le travail que des organisations telles que la TAF ont fait dans la dernière décennie, mais il nous reste beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup à nos partenaires pour leur coopération, leur collaboration et pour contribuer à notre travail. Autrement, notre travail n'aurait pas autant d'impact. Il est possible que ce soit la dernière fois que je parle auprès de vous dans mon rôle comme directrice, mais je voudrais vous mentionner que dans les 25 dernières années, lors de ma présence ici à l'OCDE, j'ai vu l'évolution de nos programmes et nos stratégies. Nous avons commencé avec quelques ateliers isolés sur les transferts et quelques sessions en Europe de l'Est. Et là, maintenant, nous avons un programme assez développé et solide. Nous avons des outils qui sont vraiment utiles pour les gens qui travaillent sur le terrain et je pense que nous sommes en train de faciliter un changement transformationnel. L'initiative des inspecteurs des impôts sans frontières est complètement différente d'autres initiatives que nous avons menées et je pense que leur travail est extraordinaire.
cette transformation a été favorisée par le travail du cadre inclusif dont Marlène est à la tête. Et de cette façon, toutes les mesures peuvent être considérées. Et je vous remercie, Marlène, pour le travail formidable que vous faites. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup au nom de l'OCDE et du programme de relations globales. Merci beaucoup, Grace, et je suis sûre que je vais pleurer à la fin de votre mandat. Il a été un grand plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, Marlene, et merci beaucoup à tout le monde pour le travail que vous avez fait. Merci beaucoup et au revoir.